Lorsque Karin Strom, 25 ans, a été retrouvée morte, étranglée dans sa propre maison à Woodcross, dans l'État de l'Utah, les habitants ont été choqués. C'était le premier meurtre dans l'histoire de leur petite ville tranquille. Presque immédiatement, la police a eu un suspect principal, désigné par les preuves. Mais il n'a pas été possible de prouver sa culpabilité à l'époque, et l'affaire est restée non résolue pendant près de 3 décennies. Jusqu'à ce que, grâce à la persévérance des enquêteurs et au développement des tests ADN, la justice finisse par triompher. Le meurtrier s'est retrouvé derrière les barreaux. Woodcross, dans l'État de Utah, était une ville fière de sa sécurité. Il n'y avait jamais eu de crime violent ici. Les gens se promenaient librement dans les rues et ne fermaient pas leurs portes à clé. C'était un coin vraiment paisible. Et pas seulement Woodcross, mais tout le nord, de Salt Lake City, où ont grandi les sœurs Coco et Karin Solgiver. Elles ont grandi à Bountiful, tout près de Woodcross. Une enfance dans une famille catholique, dans une région où la religion mormone prédominait, pouvait être solitaire. Mais les sœurs trouvaient toujours du réconfort l'une auprès de l'autre. Karin n'avait que 5 ans de plus que Coco, et elles étaient inséparables depuis leur enfance. Cela a duré jusqu'à ce que Karin rencontre Steve Strom au lycée. Elle n'avait alors que 17 ans. Steve était calme et réservé, mais dès qu'il buvait, il devenait agressif, méchant et incroyablement jaloux. Au début, Coco l'aimait bien. Mais lorsqu'elle a vu comment il traitait sa sœur, son opinion a changé. Malgré ses protestations, Karin et Steve se sont mariés à l'été 1973, juste après avoir terminé leurs études. Ils s'installèrent dans une maison de classe moyenne à Woodcross. Karin trouva un emploi dans une institution publique et Steve travailla comme mécanicien de nuit dans une usine aéronautique. De l'extérieur, leur vie semblait être l'incarnation du rêve américain. Mais tout s'est arrêté le 6 juin 1980, quelques jours avant leur 7e anniversaire de mariage. Ce jour-là, les services d'urgence ont reçu un appel. « S'il vous plaît, dépêchez-vous, ma femme a été tuée. Comment vous appelez-vous » « Steve Strom, s'il vous plaît. » C'était le premier meurtre à Woodcross, et pour la police locale, ce fut une véritable épreuve. Malgré la taille modeste du service, ils étaient bien préparés. Le détective Clarence Montgomery arrive sur les lieux. La maison était bouclée, et les médecins avaient déjà confirmé le décès de Karin. Steve, celui-là même qui avait appelé la police, était assis dans la rue. Il semblait abattu et effrayé. Selon lui, il avait vu sa femme pour la dernière fois la veille au soir. Ils avaient dîné ensemble, puis il était parti travailler. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il revienne le lendemain matin et découvre Karin dans la chambre, morte. Les détectives ont commencé à interroger Steve, tandis que Montgomery inspectait la maison. Karin gisait sur le sol de la chambre. Le lit était soigneusement fait. La télévision était tombée par terre, mais fonctionnait toujours. Plusieurs traverses du lit étaient cassées, signe évident d'une lutte. Karin s'était débattue désespérément. Son corps était couvert de multiples ecchymoses, écorchures et égratignures. Son cou portait des traces de griffures, la peau était déchirée et saignait encore par endroits. L'agression avait été extrêmement violente. Aucun signe d'effraction n'a été trouvé dans la maison. Aucune empreinte étrangère, aucun signe d'intrusion. Toutes les empreintes appartenaient uniquement à Steve et Karin. Les enquêteurs ont mis leurs espoirs dans l'autopsie. Le rapport du médecin légiste était sans équivoque. Karin avait été étranglée. Son corps était couvert d'ecchymoses, notamment au niveau du cou et des parties intimes. Cependant, il n'y avait aucun signe d'acte sexuel. La mort était survenue entre 23h et 1h du matin. Steve avait déclaré être parti à minuit, ce qui signifie qu'il pouvait très bien être chez lui au moment du meurtre. Le détective Montgomery doutait de plus en plus des paroles de Steve. Il avait des motifs. Lui et Karin ne vivaient plus ensemble depuis longtemps. Il était connu pour son tempérament colérique et sa jalousie. Même si Steve affirmait que tout s'arrangeait,
Karine craignait qu'il ne lui fasse du mal. Mais elle s'était tout de même décidée à demander le divorce. Ses amis et ses proches disaient qu'il ne fallait pas s'étonner si quelque chose de terrible arrivait. Les récits de violences domestiques ne faisaient que le confirmer. Coco avait vu de ses propres yeux les traces de coups. Karine essayait de cacher ses bleus sous du maquillage, mais sa sœur remarquait tout. Après presque 7 ans de mariage, Karine avait décidé que cela suffisait. Peu avant sa mort, elle a parlé à son avocat et lui a demandé d'accélérer la procédure de divorce. Steve affirmait qu'ils avaient essayé d'arranger les choses, mais les enquêteurs savaient que le premier suspect n'était pas toujours coupable. Il disposait de trop peu d'informations. La police a donc décidé de prendre du recul et de revérifier tous les faits. Le criminel connaissait probablement Karine et Steve personnellement. Soit il les connaissait tous les deux, soit Karine l'avait elle-même laissé entrer dans la maison, car aucune trace d'effraction n'avait été trouvée. Cela signifiait que les soupçons se portaient sur des personnes en qui elle avait confiance. Karine n'aurait jamais ouvert la porte à un inconnu. Elle avait plusieurs amis et collègues de Steve à qui elle aurait pu ouvrir, ainsi qu'un petit ami avec qui elle avait une relation. Dans tout triangle amoureux, il y a toujours 3 parties, et dans ce cas, il n'est pas exclu que la jalousie ait pu obscurcir les esprits. Thaler Schneck, le petit ami de Karine, a déclaré aux enquêteurs qu'ils avaient l'intention de se marier. Selon lui, c'est lui qui avait insisté pour que Karine rencontre Steve une dernière fois, soi-disant pour qu'elle soit définitivement sûre de vouloir divorcer. Après plusieurs heures d'interrogatoire et de vérification de son alibi, Thaler a été écarté de la liste des suspects. Il a affirmé avoir passé toute la nuit chez lui, ce que l'enquête a pu confirmer. Le suivant était Edward Owens, un collègue de Steve. Les enquêteurs se sont rendus à l'usine où Steve et Ed travaillaient. Steve a mentionné que lorsqu'il était arrivé pour prendre son service, Ed n'était pas à son poste. Les détectives ont interrogé le chef d'équipe et vérifié le registre. Il s'est avéré qu'Ed était parti dîner vers 20h ce soir-là et n'était pas revenu au travail. C'était inhabituel pour le employé du mois. Cependant, Ed a fourni un alibi. Il était dans un bar à proximité, buvait avec des amis et était rentré chez lui vers 2h du matin. Ses amis l'ont confirmé. Si la mort de Karine était survenue entre 23h et 1h du matin, Ed ne pouvait effectivement pas être impliqué. Bien qu'il ait eu des égratignures aux mains, ce qui a quelque peu intrigué les enquêteurs, il n'y avait aucune raison de le soupçonner. Il travaillait sur un tour, et comme l'a expliqué son chef, ce genre de coupure était courant à cause des copeaux métalliques. De plus, rien ne prouvait qu'il ait eu une quelconque relation avec Karine. L'enquête n'avait aucune raison de penser qu'il aurait pu se rendre chez elle, et encore moins pour la tuer. Au cours des 2 mois suivants, d'autres personnes que Karine aurait pu laisser rentrer chez elle ont été interrogées. Les soupçons ont été levés pour certaines d'entre elles, mais toutes étaient toujours sous surveillance, au cas où. Les détectives ont recueilli un maximum d'indices. Des échantillons d'ADN ont été prélevés sur toutes les personnes qui auraient théoriquement pu entrer chez Karine. Et bientôt, l'enquête est revenue sur Steve Strom. La jalousie était un mobile possible. Karen allait le quitter définitivement. Le jour du meurtre, elle avait dit à ses collègues qu'elle allait annoncer à Steve sa décision de demander le divorce. Les preuves médico-légales indiquaient qu'il n'y avait personne d'autre qu'elle et Steve dans la maison. Mais lui continuait d'affirmer son innocence. Pour le prouver, on lui a proposé de passer au détecteur de mensonges. Cependant, il a menti à plusieurs questions, ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après avoir rassemblé toutes les preuves, les détectives les ont transmises au procureur du district. Après avoir analysé les preuves, le procureur a conclu qu'il y avait suffisamment de motifs pour délivrer un mandat d'arrêt. Et le 12 août 1980, 2 mois après le meurtre de Karine Strom, Steve a été arrêté. Le procès a été préparé avec soin. Les témoignages des amis de Karine, à qui elle avait montré ses bleus et fait part de ses inquiétudes, ont été ajoutés au dossier.
Mais les preuves étaient insuffisantes. Beaucoup d'entre elles étaient indirectes, et le juge les a jugées peu fiables. En conséquence, Steve a été libéré. Le procureur craignait que l'affaire ne s'effondre complètement et que les accusations ne soient retirées. Pendant ce temps, la police de Woodcross continuait son travail. Les enquêteurs ont rassemblé toutes les preuves possibles, photos de la scène du crime, échantillons de sang, vêtements, ongles coupés de Karine. Tout cela a été soigneusement conservé. Steve, qui n'avait plus aucun lien avec Woodcross, quitta bientôt la ville. Mais le détective Clarence Montgomery n'oublia pas cette affaire. Il a toujours pensé que Steve était responsable de la mort de sa femme. 25 ans ont passé. Montgomery a pris sa retraite. L'affaire a de nouveau été classée. Et en 2006, le détective Brad Benson s'en est chargé. Il a décidé de réexaminer les affaires non résolues et le meurtre de Karine Strom figurait sur cette liste. Pendant plusieurs semaines, il a étudié attentivement les documents. Rapports, photos, descriptions des preuves. Benson disposait également d'échantillons de sang, de salive et de cheveux prélevés sur le corps de la victime et sur les suspects. Il avait désormais une chance, l'ADN. Depuis les années 1980, la technologie avait fait d'énormes progrès. Il envoya tous les échantillons à un laboratoire privé. Le processus fut long. Les experts doutaient de pouvoir extraire quoi que ce soit d'utile après tant d'années. Quoi qu'il en soit, si l'ADN pouvait être extrait, il appartiendrait très probablement à Steve Strom. En parallèle, Benson a contacté tous les témoins et suspects afin qu'ils confirment à nouveau leurs témoignages. La plupart ont accepté, y compris Steve lui-même. Mais lorsque le détective a informé Steve de la réouverture de l'affaire, celui-ci a pris cela comme une reprise de la chasse à l'homme. Et dans un certain sens, il avait raison. Benson le considérait comme le principal suspect. Steve avait la réputation d'être un mari violent et alcoolique. Cependant, la police voulait également parler à Ed Hunz, un ancien collègue de Steve. D'après les rapports, ils étaient amis, travaillaient ensemble sur la même machine, et Steve remplaçait Ed en son absence. Benson a découvert que Hunz vivait désormais en Virginie du Nord. Il l'a contacté et lui a demandé s'il était prêt à se rendre en Utah pour confirmer son témoignage. Ed a assuré qu'il pourrait venir la semaine suivante. Benson a commencé à sentir que toutes les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Mais une semaine s'écoula et Ed Hunz disparut. Il avait laissé à sa femme une note qui ressemblait à une lettre d'adieu. Les détectives découvrirent qu'il avait pris un taxi pour l'aéroport, s'était envolé pour San Antonio, au Texas. Et de là, il avait pris un bus pour Ciudad. Depuis Juarez, au Mexique, mais qu'est-ce qui a bien pu pousser un homme innocent à quitter soudainement le pays au milieu de la nuit? La police du comté de Utah était déterminée à le découvrir. Lorsque les résultats de l'analyse ADN sont arrivés du laboratoire médico-légal, tout s'est mis en place. Les experts ont non seulement réussi à isoler un fragment d'ADN identifiable à partir des restes de Karine, mais aussi à découvrir l'ADN correspondant du meurtrier présumé. La plupart du matériel biologique trouvé sous les ongles de Karine Strom appartenait à Ed Hunz. Le détective Brad Benson a été choqué par ces informations, car jusqu'alors, il ne pouvait imaginer pourquoi Ed aurait pu souhaiter la mort de Karine. Les traces découvertes se sont avérées être un mélange de particules de peau et de liquide séminal, ce qui indiquait un possible mobile sexuel du crime. D'après les souvenirs de leurs connaissances, Karen et Ed n'avaient que des relations superficielles. Ils s'étaient rencontrés plusieurs fois avec leurs conjoints lors de pique-niques et, apparemment, leur contact s'arrêtait là. À la lumière de ces nouvelles preuves, les enquêteurs ont réexaminé les témoignages recueillis en 1980. Plusieurs employés de l'usine ont déclaré avoir vu Ed Hunz le lendemain de la mort de Karine, avec des égratignures visibles sur le visage et les mains. Heureusement, les détectives de l'époque avaient
pris des photos de ses blessures. Les enquêteurs ont supposé que Karine avait laissé ses traces pendant la lutte et s'en sont servis comme motif pour obtenir un mandat d'arrêt. Cependant, Ed se trouvait déjà au Mexique à ce moment-là et il a fallu beaucoup de temps pour le retrouver. Benson a décidé de vérifier à nouveau l'alibi d'Ed pour la nuit du meurtre. Vers 20 h, il a quitté son lieu de travail et s'est rendu dans un bar. Il s'y trouvait effectivement avec des collègues, ce que les témoins ont confirmé. Cependant, lors d'un nouvel interrogatoire, ces mêmes personnes ont admis qu'Ed aurait pu partir discrètement sans être remarqué. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été son passé criminel. Les enquêteurs ont découvert qu'il avait déjà été poursuivi pour des actes de violence contre des femmes. Et bien qu'en 1973, le jury californien l'ait acquitté, la victime continuait d'affirmer que c'était bien lui. Elle racontait qu'Ed avait tenté de la violer, l'avait étranglée et même poignardée. 8 jours après la disparition d'Ed Hunz, la police l'a retrouvé et arrêté. En janvier 2008, la première audience a eu lieu. Les avocats de la défense ont insisté sur le fait que l'ADN trouvé ne prouvait pas sa culpabilité. Selon la défense, Ed et Karine avaient une liaison. Le jour de sa mort, affirmait l'avocat, ils se seraient rencontrés et auraient eu des relations intimes, ce qui expliquerait la présence de son sperme sous ses ongles. Cette déclaration a choqué le détective Benson, qui ne pouvait la réfuter sans preuve supplémentaire. Il a donc déposé une requête en suspension de l'affaire afin de découvrir la vérité et de revenir devant le tribunal. La première tâche consistait à prouver que la liaison entre Karine et Ed était une invention. Toutes les preuves trouvées sur les lieux du crime indiquaient le contraire. Traces de lutte, sang, blessures, égratignures. Tout indiquait un acte de violence et non une relation consentie. Les procureurs ont commencé à réexaminer le dossier dans l'espoir de trouver des détails qui avaient été négligés auparavant. Et leurs efforts ont rapidement porté leurs fruits. Sur l'une des photos des sous-vêtements que Karine portait la nuit du meurtre, ils ont remarqué de petites taches ressemblant à du sang. Les sous-vêtements ont été envoyés au laboratoire de criminalistique. L'analyse a pris 8 mois. En septembre 2008, les enquêteurs ont obtenu la confirmation que le sang sur les sous-vêtements appartenait à Ed Hunz. Cela prouvait qu'il y avait eu lutte et qu'il avait été blessé lors de l'agression. Grâce à ces nouvelles preuves, l'affaire a été rouverte. Lors du procès État de l'Utah contre Edward Lewis Hunz, le jury a rendu un verdict de culpabilité. Après une semaine d'audience, Ed Hunz a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Cependant, le tribunal devait tenir compte des lois de 1980, celles qui étaient en vigueur au moment du crime. Cela signifiait qu'Ed pouvait être condamné à une peine allant de 5 ans à la prison à vie. Afin d'obtenir la peine la plus sévère possible, les enquêteurs ont adressé une demande inhabituelle à la sœur de Karine. Entrer en contact avec la femme que Hunz avait tenté de tuer en 1973. Ils espéraient que son histoire aiderait le tribunal à établir un parallèle entre les deux agressions. Mais la défense n'avait pas l'intention de baisser les bras. Au tribunal, l'avocat d'Ed a déclaré que son client était prêt à passer aux aveux. Et en effet, Hunz a avoué le meurtre, mais à une condition. Il a affirmé avoir agi en tant que tueur à gages. Selon lui, le commanditaire n'était autre que Steve Strom, le mari de Karine. Ed a raconté que Steve lui aurait demandé de tuer sa femme et lui aurait promis de lui verser une partie de l'argent de l'assurance après sa mort. Cependant, selon Ed, sa conscience s'est réveillée. Il est allé voir Karine pour la prévenir. Mais un conflit a éclaté entre eux. Elle a commencé à le frapper et, pour se défendre, il l'a saisie par le cou. La seule chose dont il se souvenait ensuite, c'est qu'elle gisait sur le sol, sans signe de vie. Le juge a reporté le verdict afin de vérifier ses affirmations. Les détectives ont rouvert l'enquête, cette fois-ci sur Steve Strom. Mais l'enquête a confirmé que Steve n'avait rien à voir avec le meurtre.
Tout indiquait qu'Ed avait agi de son propre chef et que son mobile était d'ordre sexuel. L'histoire du meurtre commandité s'est avérée être une dernière tentative désespérée pour se défendre. En conséquence, Ed Hunz a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. Sa première audience est prévue pour 2032. Il aura alors 82 ans. Il ne sera probablement jamais remis en liberté. Grâce à la ténacité des enquêteurs, toutes les pièces de ce puzzle complexe ont fini par s'assembler. Le soir du 5 juin 1980, Ed a quitté le bar où il se trouvait avec ses collègues et s'est rendu chez Karine. La porte n'était vraisemblablement pas verrouillée, ce qui lui a permis d'entrer sans être vu. Sa tentative de séduction ayant été rejetée, il a tenté de violer Karin. La jeune fille s'est débattue, elle l'a frappée et griffée. En réponse, il l'a étranglée. Après cela, il est simplement parti et a continué à vivre sa vie comme si de rien n'était. Voilà une histoire aussi choquante que complexe. Il semblerait qu'après des décennies, la vérité ait enfin triomphé et que le meurtrier ait reçu la punition qu'il méritait. Mais avez-vous encore des doutes? Ed Hunz était-il vraiment le seul coupable de ce crime? Ou Steve Strom a-t-il tout de même joué un rôle dans cette tragédie en restant dans l'ombre? Écrivez ce que vous pensez de cette affaire. Croyez-vous à la version du meurtre commandité ou s'agissait-il simplement d'une dernière tentative pour échapper à la prison à vie? Imaginez une histoire où l'amour d'une mère pour son enfant se mêle à l'horreur, à la manipulation et au mensonge, où la vérité est cachée derrière des maladies inventées et où la victime devient complice. C'est l'histoire de Gypsy Blanchard et de sa mère Claudine, une histoire qui a bouleversé toute l'Amérique et qui nous amène à nous demander jusqu'où peut aller l'amour maternel avant de se transformer en quelque chose de complètement différent. Ces scènes se déroulent au moment où Gypsy Blanchard apprend le décès de sa mère, Claudine Blanchard, en juin 2015. Malgré le choc initial de la jeune fille, le détective Stan Hancock comprend rapidement que tout est beaucoup plus compliqué. C'est une histoire dans laquelle l'amour maternel et l'amour filial empruntent les chemins les plus sinueux jusqu'à ce que les rôles de victime et d'agresseur s'inversent. Restez avec nous jusqu'à la fin, c'est l'une des affaires les plus controversées de l'histoire des États-Unis. Claudine Peter est née le 3 mai 1967, en Louisiane. Elle était l'une des 5 enfants de Claude Anthony Peter et Emma Louise Ziegler. Peu de détails ont été conservés sur son enfance, mais ses proches se souviennent que Claudine avait un comportement inhabituel. Elle avait pris l'habitude de voler ses proches, surtout lorsque les choses ne se passaient pas comme elle le souhaitait. Vers l'âge de 20 ans, Claudine a commencé une relation avec Rod Blanchard, qui avait 7 ans de moins qu'elle. Elle est très vite tombée enceinte et, comme c'était la coutume à l'époque, ils se sont mariés. Claudine avait alors 24 ans et Rod seulement 17. Elle a pris son nom de famille et l'a porté jusqu'à la fin de sa vie. Mais le mariage fut de courte durée. Rod comprit rapidement qu'il ne s'était pas marié par amour, et peu avant la naissance de l'enfant, le couple se sépara. En juillet 1991, Claudine donna naissance à une fille, qu'ils prénommèrent Gypsy Rose. Elle tenta ensuite de convaincre son mari de ne pas divorcer, mais celui-ci resta ferme dans sa décision. Finalement, Claudine a pris sa fille et s'est installée chez ses parents. Malgré le divorce, Rod n'avait pas l'intention d'abandonner sa fille et a continué à jouer un rôle actif dans sa vie. Lorsque Gypsy n'avait que 3 mois, Claudine a soudainement déclaré que la petite souffrait d'apnée du sommeil. Elle a fait passer plusieurs tests à l'hôpital, mais ceux-ci n'ont révélé aucun signe de maladie. Pour une mère normale, cela aurait été une source de joie et de soulagement. Mais Claudine, au contraire, semblait déçue. C'est ainsi qu'ont commencé ces nombreuses années de visite à l'hôpital. Selon elle,
La santé de Gypsy était très fragile. Elle a d'abord parlé d'une anomalie chromosomique, puis d'une dystrophie musculaire, ce qui l'a amenée à obliger la petite fille à utiliser un déambulateur. En réalité, Claudine souffrait du syndrome de Munchausen par procuration, un trouble mental dans lequel un parent ou un tuteur provoque ou invente des maladies chez un enfant afin qu'il ait l'air malade. Finalement, Gypsy a dû utiliser un fauteuil roulant. Sa mère l'a forcée à abandonner l'école, et la petite fille a appris à lire toute seule, grâce au livre Harry Potter. Bien que Claudine ait autrefois travaillé comme infirmière, elle ne cherchait pas à trouver un emploi dans son domaine. Elle savait très bien qu'elle pourrait obtenir une pension alimentaire de Rod, soit 1200 $ par mois. Rod était un père attentionné et ne pouvait imaginer que sa fille n'était en réalité pas malade. Lui et sa nouvelle épouse, Christy, rendaient souvent visite à Gypsy. Mais Claudine a progressivement commencé à limiter leurs visites. De plus, Claudine devait s'occuper de sa mère, Emma. Selon certaines sources, elle s'est occupée d'elle, mais ses proches l'ont accusée de négligence, affirmant qu'Emma était sous-alimentée et souffrait d'un manque d'hygiène. La femme est décédée en 1997 et sa famille estimait que Claudine ne lui avait pas fourni les soins appropriés. Quelque temps plus tard, Claude, le père de Claudine, a commencé une nouvelle vie avec une autre femme. Claudine et Gypsy ont emménagé chez eux et à première vue, tout semblait calme. Mais peu après, Claudine a été arrêtée pour plusieurs délits, dont la falsification de chèques. C'est alors que son père commença à remarquer des comportements étranges chez sa fille. Il eut l'impression que quelque chose n'allait pas non plus avec sa nouvelle épouse, qui tomba malade. L'homme a commencé à soupçonner Claudine. Son comportement lui semblait de plus en plus inquiétant et la maladie de sa femme a disparu dès que Claudine et Gypsy sont partis pour la Nouvelle-Orléans. Après leur déménagement, elles se sont installées dans un logement social et vivaient des pensions alimentaires et des allocations publiques que Claudine recevait en raison des maladies imaginaires de sa fille. À ce moment-là, la longue liste des diagnostics comprenait déjà l'asthme, l'épilepsie, des problèmes d'audition et de vision, une paralysie du bas du corps et des problèmes digestifs. Claudine falsifiait les documents médicaux et parlait de manière si convaincante au médecin des maladies de Gypsy qu'il lui prescrivait les médicaments et les ordonnances nécessaires. Elle était convaincue de contrôler totalement sa fille. Elle l'a forcée à prendre des médicaments puissants qui provoquaient faiblesse, vertige et nausées. Elle nourrissait Gypsy à l'aide d'un tube inséré dans son nez et menant directement à son estomac. Les maladies étaient fictives, mais la faiblesse était réelle, car c'était la mère elle-même qui la provoquait. Elle a inculqué à sa fille l'habitude de mentir, et lorsque la biopsie musculaire n'a pas confirmé la dystrophie, Claudine a quand même insisté et obtenu un traitement. Gypsy a subi de nombreuses opérations, et sa mère l'emmenait à l'hôpital, même pour des raisons insignifiantes. Après l'ouragan Katrina en août 2005, leur appartement a été détruit et elles se sont rendues dans un refuge pour personnes ayant des besoins particuliers à Covington. Selon Claudine, tous les documents médicaux de Gypsy, y compris son certificat de naissance, auraient été détruits par les inondations. Un mois plus tard, ils ont été transférés dans le Missouri, où ils ont d'abord vécu dans une maison louée. En 2008, une organisation caritative leur a construit une petite maison avec une rampe d'accès pour fauteuil roulant et une baignoire à remous à Springfield. Gypsy semblait heureuse, et sa joie semblait sincère sur la vidéo. Mais en réalité, cette fin heureuse n'était qu'une illusion. Entre-temps, Rod et sa femme Christy ont tenté à plusieurs reprises de leur rendre visite, mais à chaque fois, Claudine cessait de répondre à leurs appels et à leurs messages la veille du voyage. Quelques semaines plus tard, elle expliquait cela par l'hospitalisation urgente de sa fille. Ces étranges coïncidences et ces hospitalisations incessantes inquiétaient beaucoup le père de Gypsy.
Pour justifier l'absence de Rod dans la vie de sa fille, Claudine avait inventé qu'il était un toxicomane, qui les avait abandonnés. À cette époque, elle avait ajouté la leucémie à la liste interminable de maladies. Gypsy ne va toujours pas à l'école. Son éducation repose sur les dessins animés Disney, les livres et les films qui créent l'illusion d'une vie normale. Ce monde imaginaire est devenu pour Gypsy le seul refuge contre l'enfermement dans lequel elle vit avec sa mère, qui l'exploite depuis sa naissance. L'un des exemples les plus frappants de maltraitance était ses dents. À cause des médicaments que sa mère lui donnait sans raison, elle tombait, et à l'adolescence, la jeune fille n'avait presque plus de dents. Pour Claudine, cela ne faisait que renforcer l'apparence des maladies dont elle parlait aux médecins. La femme lui rasait également régulièrement la tête pour donner l'impression qu'elle suivait une chimiothérapie. Gênée par la nouvelle décision de sa mère concernant son apparence, Gypsy cachait souvent sa calvitie en portant des perruques ou des chapeaux lorsqu'elle sortait. Claudine, quant à elle, emportait constamment avec elle une bouteille d'oxygène et une sonde d'alimentation, continuant à nourrir sa fille avec des préparations liquides pour bébé, alors que Gypsy était depuis longtemps adolescente. De plus, la femme recourait à des punitions physiques pour garder un contrôle total sur sa fille. Dans les lieux publics, elle tenait invariablement Gypsy par la main, et si la jeune fille disait soudain quelque chose qui pouvait remettre en question sa maladie imaginaire ou ses capacités mentales, sa mère serrait la main de sa fille avec une force particulière. À la maison, elle la frappait souvent avec ses mains ou même avec un cintre. Le père de Gypsy, Rod, était extrêmement inquiet pour l'état de sa fille. Mais Claudine lui avait fait croire que si Gypsy contractait un virus, cela lui serait fatal. De plus, elle disait ouvertement qu'elle devait rester avec sa fille 24 heures sur 24. Rod n'avait donc aucune chance de construire une relation normale avec elle. Tout cela avait été soigneusement planifié par Claudine. De plus, Gypsy ne connaissait pas son âge. Claudine ne permettait à personne, y compris à son père, d'organiser une fête pour ses 18 ans, de sorte que la jeune fille ne se doutait pas qu'elle avait depuis longtemps atteint l'âge adulte. Mais malgré cela, son âge se faisait sentir. Gypsy, malgré le contrôle de sa mère, se connectait secrètement à Internet le soir. C'est là, sur un site de rencontres chrétien, qu'elle a rencontré Nicolas Godek-John, originaire du Wisconsin. Nicolas avait 6 ans de plus que Gypsy, travaillait dans une pizzeria et vivait avec sa mère et son beau-père. Il lui semblait gentil, même s'il cachait quelques secrets. On lui avait diagnostiqué non seulement de l'autisme et une faible intelligence, mais aussi un trouble dissociatif de la personnalité. Quelques mois avant de rencontrer Gypsy, Nicolas avait été arrêté pour comportement indécent en public. Sa vie quotidienne se résumait principalement à communiquer sur Internet. Il était maladroit sur le plan social, mais cherchait désespérément l'amour. Avec l'arrivée de Gypsy, son rêve s'est enfin réalisé. Leur relation s'est rapidement transformée en une véritable histoire d'amour, et Gypsy a même avoué à sa seule amie, Hollywood, qu'elle allait l'épouser. Ils avaient déjà choisi les prénoms de leurs futurs enfants. Cependant, dès que Claudine a appris que sa fille échangeait des messages avec des garçons, elle l'a enfermée dans la remise du jardin. Il n'y avait là qu'un petit lit d'enfant, et Claudine a menacé Gypsy de l'y laisser pour toujours si elle ne cessait pas de se comporter ainsi. Gypsy a commencé à rêver de la liberté qui lui avait toujours manqué. À la fin de son emprisonnement, elle a repris contact avec Nicolas de manière encore plus active. Nicolas s'est avéré être passionné par certaines pratiques érotiques et Gypsy, pour lui faire plaisir, y a pris part. En 2015, un an avant le drame, la sortie du nouveau film Cendrillon de Disney a été annoncée. Gypsy a décidé que ce serait l'occasion idéale pour une rencontre en personne. Ils ont convenu d'un rendez-vous et Nicolas est venu à Springfield. Lors de la rencontre, il était habillé comme le prince charmant et Gypsy portait une robe blanche, comme une véritable Cendrillon.
Bien sûr, Claudine était avec eux. Gypsy a réussi à convaincre sa mère qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes et elle s'est retrouvée seule avec Nicolas dans les toilettes pour handicapés, où ils ont eu des relations intimes. Ce fut pour eux un moment important qui les poussa à élaborer un plan pour libérer Gypsy de sa mère. Comprenant que Nicolas n'était pas enclin à la violence, Gypsy fit appel à l'une de ses personnalités sombres, celle qui, selon lui, était responsable d'actes terribles. Et puis, dans la nuit du 4 juin 2015, Gypsy a laissé la porte d'entrée ouverte. Nicolas s'est faufilé à l'intérieur et elle lui a donné des gants, du ruban adhésif large et un couteau qu'elle avait volé dans la maison. Claudine dormait profondément pendant que Gypsy attendait dans une autre pièce. Nicolas s'est approché de la femme et l'a agressée. Claudine, terrifiée et souffrante, criait le nom de sa fille, mais Gypsy n'est pas venue à son secours. Claudine est décédée peu après. Après le meurtre, ils ont de nouveau eu des relations sexuelles, puis ont tenté d'effacer les traces du crime. Après avoir pris toutes les économies de la femme, ils se sont enfuis et se sont installés dans un motel. Plus tard, le couple a trouvé un moyen d'échapper à la justice. Ils allaient envoyer le couteau et le gant ensanglanté de Springfield à la maison de Nicolas dans le Wisconsin. Nicolas a également informé sa mère qu'il rentrait à la maison avec une fille qui aurait été expulsée d'un refuge. Les caméras de surveillance les ont filmés en train d'attendre le bus qui devait les emmener à destination. Lorsque la mère de Nicolas les a rencontrés, elle a été frappée par le fait que Gypsy se comportait de manière trop calme, comme si rien ne s'était passé. La femme a demandé des nouvelles de la mère de Gypsy, mais celle-ci a assuré que tout allait bien. Quelques jours plus tard, ils ont publié sur le compte commun de Gypsy et Claudine, sur une plateforme populaire, un message annonçant que Claudine était morte. Les voisins ont immédiatement vu cette publication et se sont rendus à la maison pour s'assurer qu'il s'agissait d'une erreur. Mais personne ne leur a ouvert la porte, et les gens ont décidé que la mère et la fille étaient reparties à l'hôpital. Cependant, l'inquiétude a rapidement grandi et les voisins ont prévenu la police. Les agents arrivés sur place ont interrogé les habitants du quartier. Ali leur a alors parlé du nouveau petit ami de Gypsy. Après avoir obtenu un mandat, la police est entrée dans la maison. Le 15 juin 2015, ils ont découvert le corps de Claudine. Comme le fauteuil roulant de Gypsy était resté sur place et que la jeune fille avait disparu, elle a été portée disparue. Après avoir suivi une publication sur les réseaux sociaux, les policiers ont localisé le suspect présumé. Son nom correspondait à celui donné par Ali. Les agents se sont immédiatement mis en route. À leur arrivée, Nicolas a opposé une résistance. Il était armé d'un couteau et refusait de sortir. On ne savait pas si Gypsy était en vie et on craignait qu'elle ne soit sa captive. Mais lorsque les policiers sont entrés dans la maison, ils ont trouvé la jeune fille vivante, avec lui. Beaucoup d'argent, de costumes et de parcs leur appartenaient, à elle et au jeune homme. De plus, Gypsy était là de son plein gré. C'est ainsi que la police a pu découvrir la véritable relation qui les unissait. Peu à peu, l'affaire devenait de plus en plus confuse. Afin de comprendre ce qui se passait, Gypsy et Nicolas ont été emmenés au poste de police. Et c'est là que quelque chose de vraiment inattendu s'est produit. La jeune fille, qui semblait avoir besoin d'une maison équipée de rampes d'accès, n'était en réalité pas du tout paralysée. Elle a été interrogée par le détective Stan, qui était déterminé dès le début à aller au fond des choses. Il a accompli un travail colossal en établissant un contact de confiance avec elle, sans la juger ni se montrer agressif. Son objectif était que Gypsy se sente en sécurité et dise tout ce qu'elle savait. « Ma chérie, tu creuses ta propre tombe, tu comprends ?» lui dit-il. « Non, vraiment, je ne lui aurais jamais fait de mal. Écoutez-moi, monsieur, je ne veux pas jouer à ce jeu. Je n'ai rien fait. » Tout n'était pas si simple, mais pas trop compliqué non plus. Après le choc initial, causé par la nouvelle du décès de sa mère, Stan réussit à la calmer en 2 heures.
Je suis désolé, je vous ai menti depuis le début, finit-elle par dire. Je vais maintenant vous dire toute la vérité. Et peu à peu, la vérité commença à se dévoiler. Je suis fier de toi, ma chérie. Tu es formidable. Je l'aime beaucoup, mais il était cruel. C'est peut-être vrai. Il a tué ma mère. Mais pour être honnête, c'est moi qui l'ai entraîné là-dedans. Ainsi, Gypsy fit de Nicolas le principal coupable, essayant de se décharger d'une grande partie de la responsabilité. Il pensait que nous faisions tout ensemble comme une équipe. Mais je ne voulais pas de ça. J'avais besoin de ma mère et lui... Donc, tu as tué ta mère ? Demanda le détective. Non, monsieur. Pouvez-vous répondre immédiatement? Gypsy savait-elle que vous alliez tuer sa mère? Demanda la détective. Oui, c'est elle qui me l'a demandé, répondit Nicolas. Selon lui, c'était le seul moyen pour Gypsy d'être libre et de rester avec lui. Mais Nicolas avoua n'avoir poignardé Claudine que 4 fois. Oui, je l'avoue, c'est moi qui l'ai tuée, c'est ma faute. Les détectives ont rapidement compris que Nicolas avait de graves problèmes psychologiques. Il affirmait que 2 personnes cohabitaient dans sa tête, une bonne et une mauvaise. La mauvaise s'appelait Victor. Nicolas racontait que Victor était un vampire qui aimait prendre des vies. Au cours de l'enquête, il s'est avéré que Gypsy avait été victime de violences dès son plus jeune âge de la part de sa mère, qui souffrait du syndrome de Munchausen par substitution. D'après le dossier, la famille de Claudine n'a pas particulièrement pleuré sa mort. Au contraire, son père et sa belle-mère ont déclaré qu'elle avait mérité ce sort. Pendant ce temps, le procès de Gypsy et Nicolas était en préparation. Après avoir passé 1 an dans la prison du comté de Greene, Gypsy, âgée de 25 ans, a plaidé coupable en juillet 2016. « Qui a eu l'idée de tuer votre mère ?» a demandé le procureur. « Moi » a-t-elle répondu. Elle a finalement accepté un accord. 10 ans de prison, la peine minimale pour un meurtre au 2e degré. Pendant ce temps, son père essayait de rattraper le temps perdu, affirmant qu'elle l'appelait souvent et qu'elle avait établi de bonnes relations avec sa belle-mère, Christy. Nicolas est resté à la prison du comté de Greene en attendant son procès. À cette époque, le couple s'était séparé. En novembre 2018, Nicolas a été reconnu coupable de meurtre au 1er degré et en février 2019, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Plus tard, l'avocat de Gypsy a déclaré que sa santé s'était améliorée parce qu'elle avait cessé de prendre les médicaments que lui donnait sa mère. Dans une interview, Gypsy a déclaré qu'elle se sentait plus libre en prison qu'elle ne l'avait jamais été aux côtés de Claudine. Elle savait également qu'elle n'avait pas besoin d'une sonde d'alimentation, qu'elle pouvait manger et marcher toute seule. Mais sa mère lui interdisait de le faire. De son côté, Nicolas a avoué que s'il avait su qu'il s'agissait d'une manipulation et non d'amour, il n'aurait pas agi ainsi. Il a ajouté que son handicap le rendait vulnérable à la tromperie. La même année où Nicolas a été condamné, Gypsy a rencontré un autre homme par correspondance en prison. Il s'appelait Ken. Quelques semaines plus tard, ils se sont fiancés. Mais dès le mois d'août, Christy a confirmé aux journalistes que le couple s'était séparé. À chaque occasion, le père et la belle-mère ont assuré qu'ils soutiendraient Gypsy après sa libération anticipée en 2024. Le 27 juin 2022, Gypsy a épousé Ryan Scott Anderson, originaire de Louisiane. Des rumeurs de séparation ont circulé à plusieurs reprises dans les médias et en novembre 2022, Gypsy a écrit une lettre à sa famille dans laquelle elle demandait l'annulation du mariage. Cependant, elle a ensuite changé d'avis. Le 28 décembre 2023, Gypsy Rose a été libérée conditionnellement avant terme. Aujourd'hui âgée de 33 ans, elle apprend à reconstruire sa vie et à se réinsérer dans la société. Ces dernières années, son histoire a fait sensation sur Internet. Elle compte désormais plus de 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Bonjour,
Aujourd'hui, je vais vous raconter un événement qui s'est produit dans l'une des villes du Costa Rica, Punta Arenas. Chaque année, cet endroit attire des milliers de touristes qui rêvent de se détendre sur ces magnifiques plages. Le Costa Rica est une destination touristique très populaire, mais malheureusement, l'histoire dont je vais vous parler n'a pas une fin heureuse. Le 18 juillet 2020, María Luisa Cedeño est arrivée à l'hôtel La Mansion Inn à Manuel Antonio, situé dans la province de Punta Arenas. Elle était accompagnée de sa chienne préférée, Mafalda, qui l'accompagnait toujours et qu'elle considérait comme sa fille. Le premier jour de ses vacances s'est déroulé tranquillement. Maria est allée à la plage, a déjeuné au restaurant, a bu un peu d'alcool. Bref, elle a fait tout ce que font habituellement les touristes. Mais le lendemain, tout a changé. À 16h30 précise, María Luisa a commandé une bouteille de vin, de l'eau minérale et 2 verres dans sa chambre. Il convient de noter qu'elle n'avait dit à personne qu'elle partirait en vacances avec quelqu'un, et tout le monde autour d'elle était convaincu qu'elle était venue seule. Au cours de la journée et de la soirée, aucune activité n'a été observée dans sa chambre. Le lendemain, le 20 juillet, le personnel de l'hôtel a tenté de la contacter, mais n'a reçu aucune réponse. Auparavant, María Luisa avait confié à l'un des employés qu'elle vivait seule, qu'elle venait de se séparer de son partenaire, qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle ne voyageait qu'avec Mafalda. Elle avait ajouté que la pandémie avait fortement affecté sa santé mentale et qu'après avoir traversé de nombreuses épreuves dans sa vie, elle avait grand besoin de repos. Les employés de l'hôtel ont décidé d'entrer dans la chambre pour s'assurer que tout allait bien. La porte était verrouillée de l'intérieur. Ils ont donc vérifié la sortie de secours par la cour intérieure. La chambre où séjournait María Luisa disposait d'une sortie de secours pour les clients accompagnés d'animaux domestiques. Cette porte était généralement ouverte pour permettre aux chiens de sortir. Lorsque les employés se sont approchés de la deuxième entrée, la porte était entrouverte. En entrant, ils ont senti une odeur forte et désagréable et ont immédiatement remarqué des taches de sang à différents endroits de la pièce. Le chien était vivant, il était couché dans un coin, tremblant de peur, et ne s'approchait pas des employés, apparemment traumatisé ou très effrayé. Sur le lit, un corps humain enveloppé dans un drap gisait immobile. C'est ainsi que le corps sans vie de María Luisa Cedeño a été découvert. María Luisa était une anesthésiste expérimentée et très respectée dans sa profession. Au moment de son décès, elle était âgée de 43 ans et occupait le poste de chef du service d'anesthésiologie et de soins de réadaptation à l'hôpital Cima d'Escas. Elle était très appréciée de ses collègues. Au début de la pandémie, elle a aidé les patients avec beaucoup de dévouement, sacrifiant son temps libre. Elle s'efforçait toujours d'aider ses proches. Elle s'occupait de leurs assurances, prenait leurs rendez-vous chez le médecin, était un véritable soutien pour sa famille. Ses parents vivaient à la Fortuna de San Carlos. Ils ne pouvaient donc pas toujours être à ses côtés. Ses amis décrivaient María Luisa comme une femme forte, intelligente et charmante, qui aimait voyager et jouissait d'une réputation irréprochable. Lorsque la nouvelle de sa mort violente est parvenue à sa famille au Costa Rica, tout le monde a été bouleversé. Qui pouvait commettre un tel crime contre María Luisa? Le mystère de cette affaire a commencé dès que les employés de l'hôtel ont découvert le corps. La scène du crime était effrayante, non seulement en raison de la brutalité avec laquelle María Luisa avait été tuée, mais aussi en raison des nombreuses anomalies liées à l'accès à la chambre. Passons aux détails de l'enquête. Comme dans de nombreux autres hôtels à travers le monde, cet hôtel utilise un système de cartes magnétiques. Chaque entrée dans une chambre est enregistrée, la carte utilisée et le code de la clé sont consignés. Cela permet de déterminer qui est entré dans la chambre, un client ou un employé. Dans le cas de María Luisa, il s'est avéré que seule sa propre entrée dans la chambre, la veille au soir, avait été enregistrée. Il n'y avait aucune autre trace d'entrée.
Cependant, la chambre était équipée d'une porte coulissante en verre qui n'était pas équipée d'un système de clé magnétique. Seul le client lui-même pouvait l'ouvrir et la laisser déverrouiller. Par conséquent, quelqu'un pouvait entrer par cette cour intérieure. Au moment où le corps a été découvert, la porte était restée entrouverte. La version la plus probable était que quelqu'un avait remarqué Maria Luisa à l'hôtel, était entré dans sa chambre par la cour intérieure, l'avait tuée et était reparti par le même chemin. Cette version semblait la plus logique. Après la découverte du corps, les employés ont appelé la police. Les experts n'ont pas mis longtemps à établir que Maria Luisa avait bien été assassinée. Son corps présentait de nombreuses blessures. Il était évident qu'elle avait été torturée et que le meurtrier avait agi avec une cruauté particulière. Les criminologues ont minutieusement inspecté les lieux du crime afin de recueillir des preuves, de déterminer le mode opératoire et d'analyser les détails à la recherche du coupable. Le degré de cruauté était tel que les autorités ont dû recommander à la famille d'enterrer Maria Luisa dans un cercueil fermé. L'autopsie a révélé que son corps présentait plusieurs morsures et 2 ongles cassés, ce qui indiquait qu'elle avait tenté de se défendre. Il s'est également avéré que le meurtrier avait lavé le corps après le crime. Selon les criminologues, la femme a été tuée dans sa chambre, sur son lit, comme en témoignait la grande quantité de sang. Après le meurtre, le criminel a transporté le corps dans la salle de bain, l'a lavé, séché, enveloppé dans un drap et replacé sur le lit. C'est ainsi que les employés de l'hôtel ont découvert le corps de Maria Luisa. Bien que le meurtrier ait tenté d'effacer les preuves, il s'est avéré impossible de dissimuler les traces du crime. Il y avait du sang partout, sur le sol, les murs, les rideaux et le lit. Cela ne faisait que confirmer la violence de l'agression. Les criminologues ont tout photographié, ont recueilli un maximum de preuves matérielles et le corps a été envoyé à l'autopsie. La police a commencé à interroger le personnel de l'hôtel et les clients qui auraient pu entendre quelque chose. Personne n'a entendu les cris toute la nuit, bien que la femme ait crié et que son chien ait aboyé. À cette époque, l'hôtel était presque vide en raison de la pandémie. Seuls quelques employés y travaillaient et le propriétaire, Harry Boden, qui vivait là avec son mari Danila, était toujours présent. Harry avait également autorisé certains de ses amis à séjourner temporairement à l'hôtel, car ils avaient des difficultés financières. Ils n'y perdaient rien, car pendant la pandémie, l'hôtel n'était de toute façon pas complet. Dans la chambre de Maria Luisa, on a trouvé une bouteille de vin commandée par le service d'étage et 2 verres. Plus tard, en examinant son téléphone portable, on a découvert qu'elle avait envoyé à une amie une photo de ces 2 verres. Cependant, dans son message, elle n'a rien écrit sur le fait qu'elle attendait quelqu'un ou que quelqu'un était avec elle. Dans un message audio, Maria Luisa racontait avec enthousiasme: « Mito, tu devrais voir comme cet hôtel est génial. Mofalda est la reine de cet endroit. Je veux dire, ils sont très gentils avec nous ici. J'ai acheté un forfait tout compris pour $100 supplémentaires. Et ils nous apportent non seulement des boissons, mais aussi des fraises, des ananas, tout ce que je veux. Et pour Mofalda, des friandises et de l'eau. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'est génial ici. J'aime tout, je suis ravi. J'ai même dansé avec le barman, avec un autre garçon, avec l'assistant du propriétaire. D'ailleurs, le propriétaire est néerlandais, donc tout est super. Mito, je paye 155 000 colonnes par nuit, et avec la formule « tout compris », je peux commander un dîner dans n'importe quel restaurant et on me l'apporte. Oui, l'hôtel est un peu défraîchi, ou plutôt légèrement négligé, il y a peu de personnel. La serveuse qui sert le café s'occupe également de l'entretien des lieux. Mais j'aime quand même beaucoup cet endroit, c'est un endroit formidable. Plus tard, lorsque les policiers ont interrogé les amis et les proches de Maria Luisa pour savoir si elle avait des ennemis, il s'est avéré qu'elle commandait toujours 2 verres, même lorsqu'elle était seule. Elle le faisait afin de verser de l'alcool dans un verre et de l'eau dans l'autre.
Cela a confirmé qu'elle était seule cette nuit-là et qu'elle n'attendait personne. Il s'ensuivait que l'agresseur devait être quelqu'un qui avait remarqué Maria Luisa à l'hôtel, avait vu la porte arrière ouverte et s'était introduit dans sa chambre. Cependant, la brutalité de l'agression indiquait que le crime avait été commis par une personne qui éprouvait une forte haine à son égard. Tout cela a conduit les enquêteurs à penser que le meurtrier connaissait bien Maria Luisa et voulait la faire souffrir. Mais il n'y avait aucune preuve qu'elle fréquentait quelqu'un. Selon les résultats de l'autopsie, la femme a été victime de violences. Son corps présentait des traces d'étranglement, ainsi que des coups sur les joues, les lèvres, les mains et la poitrine. Après avoir examiné les résultats de l'autopsie et interrogé les proches, les amis et le personnel de l'hôtel, les autorités ont conclu que l'agression avait probablement été commise par plusieurs personnes, car personne n'avait entendu ces cris. Les enquêteurs ont supposé qu'il y avait au moins 2 agresseurs. Cependant, aucune trace de ligotage n'a été trouvée sur le corps de la victime. Les enquêteurs ont supposé que les agresseurs avaient pu lui boucher la bouche pour l'empêcher de crier ou pour que ses cris ne soient pas entendus. Ils ont ainsi pu commettre leur crime sans être remarqués. La cause du décès est un traumatisme crânio-cérébral, qui pourrait avoir été causé par un coup violent, mais aussi peut-être par le déshabillage, car des fractures vertébrales ont été découvertes. Le traumatisme pouvait également avoir été causé par l'impact d'un objet ou par une chute sur le sol. Tout ce qui a été fait à Maria Luisa ressemblait à un acte de cruauté insensé et inhumain, sans motivation apparente. Le premier suspect a été rapidement identifié. Il s'agissait d'un homme qui séjournait à l'hôtel. Son corps présentait des blessures récentes, semblables à des égratignures et des écorchures, infligées par une personne qui avait tenté de se défendre. Cela a attiré l'attention des enquêteurs. Il s'agissait de Tora Herrera Martinez, un danseur exotique qui travaillait dans les boîtes de nuit de la ville et vivait temporairement à l'hôtel. Il a été arrêté et placé en détention provisoire afin de déterminer son implication dans l'affaire. Ses empreintes de pas correspondaient à 2 traces trouvées sur le sol en porcelaine noire de la chambre, près du lit. Peu après, un deuxième suspect a été arrêté. Luis Carlos Miranda, un homme ayant suivi des études supérieures en gestion d'entreprise. Il a été arrêté après qu'un gardien a déclaré l'avoir vu dans le couloir pendant la nuit, en compagnie du premier suspect, Tora Herrera. Comme Herrera avait déjà été arrêté, il fallait interroger Luis Carlos pour déterminer son implication éventuelle. L'expertise a montré que la carte dentaire de Luis Carlos correspondait aux traces de morsures sur le corps de Maria Luisa. Selon les employés de l'hôtel, ils ont vu Maria Luisa discuter avec Luis Carlos et, une fois, avec Herrera, mais de manière décontractée, comme de simples connaissances. Ils se saluaient simplement et se demandaient comment allaient les choses. Cela s'explique par le fait qu'il y avait peu de clients à l'hôtel et que les gens se croisaient souvent. Ils se sont retrouvés au cœur de la pandémie, et c'est à ce moment-là que Luis Carlos est devenu l'un des personnages clés de cette histoire. Mes amis, ce sont précisément ces personnes qui ont attiré l'attention de la police, car la correspondance entre les empreintes de pas et les morsures sur le corps de la victime a permis d'identifier 2 suspects. La police, suivant la logique, a d'abord convoqué Harry Bodden, le propriétaire de l'hôtel, pour l'interroger. Il a expliqué que la nuit du meurtre, du 18 au 19 juillet 2020, il dînait avec son mari dans un appartement à l'intérieur de l'hôtel. Les 2 suspects étaient également présents au dîner. Après cela, les 4 se sont rendus à la piscine privée. Harry a précisé que ces 2 hommes travaillaient pour lui. Luis Carlos était responsable du site web et du marketing, tandis qu'Herrera était cuisinier et barman. Bien qu'ils ne fussent pas des amis proches, vivant à l'hôtel depuis environ 1 an, ils ont progressivement commencé à communiquer de plus en plus souvent. Ils déjeunaient, dînaient et passaient leur temps libre ensemble. C'est ainsi qu'une amitié
est né entre eux. Bien que Harry Bodden ait coopéré avec l'enquête et ait accordé cette interview en août 2020, il a rapidement été arrêté, car les morsures sur le corps de la victime correspondaient à son empreinte dentaire. À partir de ce moment, la vérité a commencé à éclater au grand jour. Lors de la perquisition, la police a saisi les téléphones des suspects et a trouvé des messages échangés entre Luis Carlos et Harry Bodden. Ces messages contenaient des phrases très compromettantes. Luis proposait à Harry d'avoir des relations sexuelles avec une femme et de l'observer pendant qu'il regardait. Ces messages dataient de quelques jours avant le meurtre. Les suspects ont affirmé qu'il ne s'agissait que d'une blague. Mais pour la police, cela a suffi avec d'autres preuves pour les arrêter et ouvrir une enquête. Le seul à ne pas avoir été arrêté était le mari de la propriétaire de l'hôtel. Aucune preuve, aucun message, aucune correspondance entre les morsures n'ont été trouvées contre lui. Les avocats des suspects ont tenté de contester les preuves, affirmant que les traces de morsures n'étaient pas convaincantes et ne prouvaient pas leur implication. Cependant, les trois hommes ont tout de même été accusés du meurtre de Maria Luisa Sidenio. Avant le début du procès, l'avocat de Harry Bodden a demandé la libération de son client et son placement en résidence surveillée. Il a invoqué la pandémie, l'âge de Harry, 69 ans, et une opération récente du genou à cause de laquelle celui-ci ne pouvait se déplacer qu'à l'aide d'une canne. Lorsque le procès a commencé, Harry est apparu en fauteuil roulant. Le tribunal en a tenu compte et lui a accordé l'assignation à résidence. Il est retourné à l'hôtel où il séjournait et a pu profiter de toutes les commodités. Personnel de service, restaurant et piscine. Le 13 septembre 2022, le procès public a commencé. C'est alors que l'accusation s'est heurtée à des problèmes pour prouver l'implication de Harry Bodden et Luis Carlos. Rappelons qu'à ce moment-là, les seules preuves contre eux étaient des correspondances et des morsures présumées. Cependant, les preuves sous forme de morsures ne permettaient pas d'identifier avec certitude leur auteur. Ces preuves ne pouvaient qu'exclure certains suspects. En conséquence, tous les employés de l'hôtel ont été écartés, à l'exception de Harry et Luis. Mais cela ne prouvait toujours pas qu'ils étaient les auteurs du meurtre. Quant à Herrera, les preuves contre lui étaient nombreuses. Une trace de sang, des blessures sur son corps, qui, comme il s'est avéré, lui avaient été infligées par la victime pour se défendre, et son sang sous les ongles de Maria Luisa. De plus, du sang a été trouvé sur ses chaussures, sa montre et son téléphone. Tout cela a été trouvé dans sa chambre. Au final, Herrera a été reconnu coupable et condamné à 50 ans de prison. Harry Bodden et Luis Carlos Miranda ont été acquittés faute de preuves matérielles directes. Beaucoup sont convaincus que ces deux hommes étaient tout de même impliqués dans le meurtre, car c'est précisément la nuit du meurtre que les caméras de surveillance de l'hôtel ont soudainement cessé de fonctionner. Quelqu'un a manifestement mis son grain de sel. Les soupçons se sont également portés sur le gardien de l'hôtel, mais il n'a pas non plus pu être arrêté. Les preuves étaient insuffisantes. Il est également étrange qu'après le meurtre, il soit parti dans un autre pays, alors que la police lui avait demandé de se présenter au tribunal en tant que témoin. Cette affaire comporte d'autres anomalies. Par exemple, 2 clients ont déclaré que la nuit du meurtre, l'électricité avait été coupée pendant plusieurs heures à l'hôtel. Cela aurait pu être fait exprès, afin de désactiver les caméras et de bloquer les clés magnétiques. Il y avait un autre détail. Le bureau du propriétaire de l'hôtel n'a été fouillé que 9 jours après le meurtre. Ce délai aurait pu suffire pour faire disparaître les preuves. Outre la correspondance, les enquêteurs ont vérifié les réseaux sociaux des suspects. Ils y ont trouvé des conversations dans lesquelles ils discutaient de fantasmes correspondant à la façon dont le corps de Maria Luisa a été retrouvé. Bien sûr, d'un point de vue juridique, Harry Bodden et Luis Carlos Miranda sont innocents. Je ne les accuse en aucun cas. À l'heure actuelle, seul Herrera
est en prison pour ce meurtre, dans l'attente d'un nouveau procès pour savoir si sa peine peut être réduite. Bien que l'affaire soit officiellement classée, la famille Sideno estime qu'il y a encore des choses qui ne sont pas claires. Ils sont convaincus que les autorités leur ont remis les vêtements ensanglantés de Maria Luisa et ils ne comprennent pas pourquoi, car ils voulaient conserver ces preuves au cas où de nouveaux éléments apparaîtraient. Il est évident qu'ils sont satisfaits du verdict rendu à l'encontre d'Herrera, mais mécontents de l'acquittement de Harry Bodon et Luis Carlos Miranda. Cette histoire commence bien plus tôt qu'on ne le pense. 1980, États-Unis. L'actrice Teresa Saldana est au sommet de sa popularité, après avoir joué dans le film de Martin Scorsese, Raging Bull, aux côtés de Joe Pesci et Robert De Niro. Nombreux sont ceux qui admirent son jeu et sa beauté, mais parmi les spectateurs se trouve un homme qui a décidé qu'elle lui était destinée par le destin. L'Écossais Arthur Jackson est plus qu'un simple fan dévoué. C'est un harceleur qui se rend compte que ses rêves ne sont pas destinés à se réaliser et qui décide que s'il ne l'a pas, personne d'autre ne l'aura. Dans les années 1980, les lois sur le harcèlement n'existaient pas et la police ne pouvait pas intervenir, même si quelqu'un faisait preuve d'une persistance maniaque. Jackson tente de rencontrer l'actrice, mais sans succès. Il décide alors d'engager un détective privé pour connaître son adresse. À l'époque, c'est facile. Pour une petite somme d'argent, on peut obtenir les informations nécessaires auprès du département des véhicules à moteur. Arthur se fait passer pour l'assistant de Martin Scorsese, appelle la mère de Teresa et lui dit qu'il a un scénario important pour sa fille. La femme le croit et lui dicte l'adresse de l'actrice. Peu de temps après, Jackson se présente chez elle. Il n'apporte ni fleurs ni cadeaux, il est armé d'un couteau. Après l'avoir attendue à la porte, il l'attaque et la poignarde. Cela se passe en plein jour, sous les yeux des passants, mais personne n'intervient. Seul un homme, un livreur d'eau, se précipite à son secours, fait rouler son agresseur au sol et le maintient jusqu'à l'arrivée de la police. Teresa survit. Elle jouera même plus tard son propre rôle, dans un téléfilm consacré à l'agression. On pourrait croire que l'histoire est terminée, mais en 1980, un jeune garçon souffrant de troubles mentaux et élevé dans une famille dysfonctionnelle assiste à l'attentat. Il est inspiré non pas par l'héroïsme de Teresa, mais par l'acte de son harceleur. En novembre 1982, Samantha Smith, 10 ans, écrit une lettre au dirigeant soviétique Yuri Andropov, souhaitant comprendre les causes de la guerre froide. Contre toute attente, elle reçoit une réponse et une invitation à se rendre en URSS. Dès lors, sa vie change radicalement. Elle voyage, écrit un livre, joue dans des séries télévisées. Son image innocente fascine le jeune observateur, qui commence à lui envoyer des lettres. Qui sait comment son engouement aurait pu se terminer s'il n'y avait pas eu une tragédie. En 1985, Samantha meurt dans un accident d'avion. C'est un coup dur pour le garçon, mais il trouve bientôt un nouvel objet de son attachement obsessionnel, l'actrice Rebecca Schaeffer. Pendant 2 ans, Schaeffer a été la véritable star de la série. Elle a connu la gloire, même si elle n'était pas très grande, mais tout de même. Grâce à My Sister Sam, elle commence à être invitée à différents types d'émissions, en tant qu'animatrice ou invitée. Le 18 juillet 1989, le véritable jour X se produit. Rebecca attend un coursier qui doit lui apporter un scénario. Mais pas n'importe lequel. Il s'agissait du scénario du film Le Parrain 3, dans lequel Rebecca avait l'opportunité de jouer. Et si vous essayez maintenant de vous rappeler qui Rebecca jouait dans ce film, ne vous embêtez pas. Elle attend avec impatience l'arrivée du coursier. Lorsqu'on frappa enfin à sa porte, elle trouva devant elle un jeune homme qui se présenta. Et elle se souvint que ce jeune homme lui avait autrefois écrit des lettres. Ils se dirent un bonjour chiffonné, discutèrent un peu, puis Rebecca ferma la porte. Elle n'avait pas d'ennemi dans ce monde, a dit un ami de l'actrice Rebecca Schaeffer. Et à en croire les apparences,
Ce n'est en aucun cas un ennemi qui lui a fait ça. Je tiens l'inaccessible Robert Bardo. La vérité réside dans le fait que quelque chose d'anormal a commencé dans la vie de Rebecca, en fait, bien avant qu'elle ne le sache elle-même. Pour son entourage, le premier signe a été que des voisins ont remarqué qu'un étranger vêtu d'un polo jaune se promenait dans les rues. Selon eux, il portait un volumineux dossier dans ses mains. Et il le portait comme s'il avait très peur de le renverser, comme s'il y avait de la nourriture dessus, par exemple, ou quelque chose de ce genre. Il a sorti du dossier une photo publicitaire en papier glacé de Rebecca et a demandé aux passants s'ils la connaissaient et où elle vivait. Je l'ai regardée et j'ai dit que, raconte Irène Tishkov, qu'il a rencontré à la sortie du marché. Il avait l'air bizarre. Debbie Kennedy l'a croisé 2 fois. C'était bizarre de le voir 2 fois, dit Debbie Kennedy. On y pense pendant 1 seconde, puis on continue son chemin. Un peu plus tard, il a été vu près de la maison de Rebecca Schaeffer, en train de parler à un chauffeur de taxi. Selon les passants, il demandait s'il s'agissait d'un immeuble ou non. D'où et de qui venait cet homme étrange? Pourquoi cherchait-il tant à savoir où elle vivait? Et, en fait, pourquoi faisait-il tout cela? Découvrons-le. Rebecca Schaeffer a été abattue ce matin dans l'entrée de son immeuble. Je suis sorti, j'ai appelé les secours, j'ai pris une serviette pour arrêter l'hémorragie. À mon retour, j'ai pris son pouls. Rien. Bien que la voisine ne puisse pas sentir le pouls de Rebecca Schaeffer, elle est toujours en vie. L'ambulance arrive rapidement, la charge dans la voiture et l'emmène à l'hôpital dans l'espoir de la sauver. Hélas, 30 minutes plus tard, elle meurt. Comme le montrera l'autopsie, l'agresseur a utilisé des balles creuses spéciales qui transpercent le corps de la victime. Il l'a touchée en plein cœur. Il est difficile d'expliquer pourquoi elle n'est pas morte immédiatement. Rebecca hurle de douleur en répétant « Pourquoi? Pourquoi ?» avant de perdre la raison. Cela ne fait qu'ajouter à la douleur des personnes endeuillées. La police est à la recherche de l'agresseur de la jeune actrice. Il s'avère que le tireur a été vu dans le quartier ce matin, montrant une photo de Rebecca à sa voisine, lui demandant si elle la connaissait. Apparemment, il était là depuis 6h30 et n'a pas essayé de s'enfuir. Le suspect est décrit comme un homme blanc, d'une 20aine ou d'une 30aine d'années, mesurant de 170 à 183 cm. Il n'a pas été retrouvé près de l'appartement de l'actrice décédée ce matin. Craignant pour sa sécurité, l'un des voisins, qui a souhaité garder l'anonymat, a signalé que l'inconnu cherchait Rebecca en montrant sa photo. Dès le lendemain, il a été retrouvé dans la ville de Tucson, en Arizona. Il s'agit de Robert John Barda, 19 ans. Pendant 3 ans, il lui a écrit des lettres, a essayé de la rencontrer, puis a vu une scène d'amour dans le film et a décidé de commettre un crime. L'accusé a été appréhendé à Tucson. Selon la police, il courait sur la route en criant aux automobilistes qu'il avait tué Rebecca Schaeffer. Il n'a pas caché qu'il voulait se suicider. Après le meurtre, Bard retourne dans sa ville natale, mais la réalisation de ce qui s'est passé le submerge. Il titube sur l'autoroute, désemparé. La police trouve en sa possession la même photo de Rebecca. Les policiers contactent sa famille et apprennent de nombreux nouveaux détails. Il ne fait aucun doute que c'est Robert Barda qui a tiré une balle dans le cœur de la pauvre femme. Il est extradé vers la Californie. Les détectives découvrent qu'il a une histoire malsaine avec sa famille. Il a survécu à des agressions pendant son enfance, a été hospitalisé 2 fois à Tucson à l'âge de 14 ans, souffrant de dépression et d'anxiété. Il a été placé dans une famille d'accueil, puis dans un institut psychiatrique. Les problèmes familiaux, l'isolement, le travail de gardien, les heures passées devant la télévision, les fantasmes de relations avec des femmes indisponibles sont autant d'éléments qui forment une fixation malsaine sur Rebecca Schaeffer. Il a failli abandonner, mais un nouveau film sort. Il voit une scène de lit et décide que la fille qu'il aime l'a trahi. Pour lui, elle n'appartenait qu'à lui et aurait dû rester innocente.
Il décide alors d'utiliser un tuyau, en espérant que même si sa main tremble, la cartouche éclatera dans le corps de la jeune fille et l'achèvera. Parallèlement, Robert engage un détective privé et le paie 250 $ pour qu'il trouve l'adresse du domicile de Rebecca Schaeffer. Après avoir reçu les données, il se rend à Los Angeles. Il ne trouve pas tout de suite la maison de Rebecca Schaeffer, bien qu'il ait l'adresse exacte. Lorsqu'il la trouve, Barda appuie sur la sonnette, bien décidé à affronter le service de sécurité de l'idole, sauf qu'il n'y a pas de garde du corps. Rebecca se présente à lui. Je n'ai pas eu à tirer sur les gardes pour l'atteindre. Elle se tenait juste devant moi, comme une personne normale. C'était comme n'importe quel gars qui rêve de voir sa célébrité préférée, vous savez, et c'est arrivé. Il n'y avait que moi et elle, vous savez, je lui parlais. Barda est perdu. Il ne s'attendait pas à voir Schaeffer devant lui aussi facilement. Le type marmonne quelque chose, montre des photos, des lettres. Rebecca lui parle, mais bientôt elle s'excuse poliment, serre la main de son admirateur, lui souhaite bonne chance et s'en va dans sa chambre. Robert Barda est ensuite déçu. Lui-même ne sait pas ce qu'il veut le plus, lui parler encore ou la punir, l'abattre, la détruire. Il se rend dans un restaurant voisin, commande des rondelles d'oignons, mange et s'en veut. Sa rencontre avec Rebecca n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Dans la salle de bain, il vérifie que son arme est bien chargée et se rend à nouveau chez elle. En chemin, Barda appelle sa sœur depuis une cabine téléphonique et lui promet « Tu auras bientôt de mes nouvelles ». À 10h15, le psychopathe se tient à nouveau devant la maison de Rebecca et appuie sur la sonnette. La jeune fille pense qu'il s'agit cette fois d'un coursier et descend, mais devant elle se trouve Robert Barda. Bien entendu, elle s'énerve et prononce la phrase suivante « Vous me faites perdre mon temps ». Selon le tireur, c'est elle qui a fini par l'énerver. Je l'ai tué et je me suis dit « c'est moi qui l'ai fait ». L'enquête et le procureur vont maintenant devoir déterminer le point le plus important. Robert Barda, compte tenu de son passé et de ses antécédents médicaux, était-il vraiment fou au point de commettre le mal sans savoir ce qu'il faisait ? Ou bien se cache-t-il derrière des problèmes mentaux, alors qu'en réalité, c'est le mal qui l'habite, qui alimente le côté sombre de sa personnalité? Le procès. Rebecca a été abattue dans l'entrée de son appartement de Los Angeles mardi dernier. La plus grande crainte de l'acteur est un harceleur obsessionnel qui veut détruire la star, qui n'est jamais sorti de son esprit. Après avoir parlé aux enquêteurs, les parents de l'actrice décédée Rebecca Schaeffer ont quitté le poste de police sans faire de commentaires aux journalistes. Ce jour-là, les parents de Rebecca, Benson et Dana Schaeffer rencontrent la procureure Marcia Clark pour discuter du procès. Les gens décrivent Marcia Clark, 40 ans, comme intelligente, perspicace, travailleuse et éclairée. Marcia promet « Je me battrai avec acharnement pour faire comparaître un psychopathe devant un tribunal et obtenir justice pour elle. » L'audience dure 2 heures. Les parents de l'actrice décédée se rendent au tribunal. « Rebecca me manque terriblement », déclare son père. L'état mental de l'accusé est ambigu. La question n'est pas de savoir s'il a commis l'infraction. Le principal dilemme est de savoir pourquoi il l'a fait. Se rendait-il compte de ce qu'il faisait? Juste avant le début du procès, l'accusation et la défense concluent un accord. Le procureur Clark refuse de requérir la peine de mort pour Bard. En échange, la défense accepte de laisser le juge décider seul. Robert John Barda admet avoir tiré sur Rebecca Schaeffer. Mais ses avocats insistent sur le fait que leur client est fou et ne peut être condamné. Marcia Clark doit prouver le contraire. Le garde qui a refusé de laisser passer Bard témoigne. Il a commencé à me dire à quel point il était amoureux de Rebecca Schaeffer et à quel point il voulait la voir. Je lui ai expliqué que nous ne pouvions pas le permettre. J'ai essayé d'être très professionnel, amical et poli avec lui. Après une longue conversation, je lui ai dit qu'il valait mieux qu'il quitte le studio et qu'il n'essaye pas d'approcher Rebecca Schaeffer. Le frère qui a acheté l'arme à Robert s'exprime également.
Il est désolé et apporte un témoignage qui contribue à démontrer que les actes de l'accusé étaient planifiés et prémédités. Quand vous avez acheté l'arme, est-ce qu'il vous a donné de l'argent pour l'achat? Oui, c'est exact. Vous souvenez-vous de son prix? Un peu plus de 200 $. Le détective privé engagé par Barda témoigne également. Robert Barda nous a demandé de trouver l'adresse postale d'une jeune femme qu'il connaissait. Il s'est tourné vers le détective privé et lui a dit « Je dois trouver cette personne. Voici une photo. » Pour prouver que Barda est un malade mental, ses avocats font appel à un psychiatre pour l'interroger. Mais la procureure Marcia Clark n'a pas la tâche facile. Elle s'acquitte de sa tâche principale, qui consiste à séparer les faits des manipulations habiles. Finalement, le juge prononce la sentence. « Je déclare l'accusé coupable de la mort de Rebecca Schaeffer. La peine est l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. » Cela permettra aux parents de Rebecca d'avoir l'esprit tranquille. Barda exprimera plus tard ses regrets, mais personne ne le croira. Après cette tragédie, la première loi contre le harcèlement, stalking, est adoptée aux États-Unis. En outre, les détectives privés ne peuvent plus obtenir d'informations personnelles sur les citoyens par l'intermédiaire du département des véhicules à moteur. C'est tout pour l'instant. Prenez soin de vous et de vos proches. Soyez gentils et souvenez-vous que le mal ne reste pas impuni. En janvier 2002, la police du Yorkshire a fait une découverte horrible, le corps d'une jeune Coréenne cachée dans une valise métallique. Cette découverte choquante a donné lieu à une enquête qui a conduit à l'arrestation de l'un des meurtriers les plus violents de l'histoire du Royaume-Uni. Kim So est né en Corée du Sud vers 1970. Mais on sait très peu de choses sur ses premières années. En septembre 2000, après avoir échoué dans sa tentative de fonder une famille, il a quitté son pays pour Londres, où il a décidé d'étudier l'anglais dans la capitale britannique. Mais dès octobre 2001, Kim a abandonné ses études et a commencé à gagner sa vie en louant 2 appartements, l'un sur Eagle Street, près de Holborn, le célèbre quartier juridique de Londres, et l'autre, un duplex sur Gast Street, dans le quartier de Poplar. Pour promouvoir son activité, Kim a publié des annonces de location sur un site internet. Ses locataires étaient le plus souvent des étudiants, dont beaucoup, comme lui, étaient coréens. À cette époque, Kim avait une petite amie, Marika Ishimura, une jeune femme d'origine japonaise qui travaillait comme coiffeuse. Le couple vivait dans la chambre principale de l'appartement d'Eagle Street, tandis que 2 locataires coréennes louaient la 2e chambre. Ceux qui connaissaient Kim le décrivaient comme un homme gentil, poli et toujours souriant. Il savait se montrer charmant, en particulier avec les jeunes femmes. Il réussissait à faire croire aux gens qu'il venait d'une famille aisée et qu'il vivait dans l'opulence. Mais en réalité, sa situation financière était catastrophique. Les dettes s'accumulaient, ses cartes de crédit étaient bloquées. De plus, Kim et Marika consommaient souvent des substances illicites. En octobre 2001, leur relation était pratiquement terminée et la jeune femme, qui avait près de 10 ans de moins que Kim, ne se rendait presque plus à l'appartement. C'est à cette époque que Kim a rencontré Jin Yo-jong, une jeune femme sud-coréenne qui a loué une chambre dans son appartement pour 3 jours seulement. Jin étudiait la littérature française dans une université coréenne et avait passé quelque temps en France dans le cadre d'un programme d'échange. À son retour, ses parents et ses frères l'attendaient. Jin est arrivé à Londres le mercredi 24 octobre 2001 et prévoyait de retourner en France le samedi 27 octobre. Elle a trouvé Kim grâce à son annonce et a convenu de louer une chambre. Mais ses projets ont été interrompus de la manière la plus horrible qui soit. Dans la nuit du 26 octobre, la veille de son départ pour la France, Kim a agressé Jean. Les détails de l'incident restent inconnus, mais il est établi avec certitude qu'il lui a enroulé du ruban adhésif autour du visage, l'empêchant de respirer, et lui a attaché les poignets. Avant cela,
Kim a forcé la jeune fille à lui donner les codes de ses cartes de crédit qu'il comptait utiliser plus tard. Il a ensuite placé le corps de Jean dans une valise métallique qu'il a cachée dans l'armoire de la chambre principale. La valise contenant le corps y est restée pendant 5 jours. Lorsque les autres locataires sont revenus à l'appartement vendredi et ont demandé où était Jean, Kim a répondu qu'elle était partie en France la veille et qu'il l'avait conduite à la gare. Il a raconté la même histoire, avec quelques modifications, aux amis et à la famille de la jeune fille, qui ont commencé à s'inquiéter lorsque Jean n'est pas revenu en France et semblait avoir disparu sans laisser de traces. Le lendemain, le 27 octobre, Kim a utilisé les cartes bancaires de sa victime pour retirer de l'argent. Il a commencé par la carte de la banque coréenne Kookmin, un compte familial ouvert par les parents de Jean en cas d'urgence et qu'elle n'avait jamais utilisé. La première tentative a échoué, car il s'est trompé de code PIN, mais quelques jours plus tard, il a réessayé et a réussi à retirer 1990 livres sterling. Kim a essayé de retirer plus, mais le compte familial était déjà vide. Il a alors remis la deuxième carte, celle sur laquelle Jean gardait ses économies personnelles pendant ses études en France, à une autre jeune coréenne et lui a demandé de se rendre à Paris pour retirer autant d'argent que possible. Cette demande aurait dû éveiller les soupçons, mais Kim a assuré à la jeune femme que la carte appartenait à Marika, sa petite amie, et a inventé une raison pour laquelle il fallait retirer l'argent à Paris. Apparemment, son explication s'est avérée suffisamment convaincante. En réalité, Kim essayait non seulement de s'emparer de l'argent de sa victime, mais aussi de créer une fausse piste, afin de faire croire que Jean s'était bien rendu à Paris et avait utilisé la carte là-bas. Il espérait que cela aiderait à semer la confusion dans l'esprit de la police lorsqu'elle commencerait à enquêter sur sa disparition. Tard dans la soirée du 31 octobre, Kim a mis la valise contenant le corps de Jean dans le coffre d'une voiture de location et a entrepris un long trajet de près de 4 heures jusqu'au village d'Ask, dans le Yorkshire du Nord. Là, au bord d'une route de campagne, il a jeté la valise contenant le corps de la jeune fille et est retourné à Londres. Kim a continué à mener sa vie habituelle. Il louait des chambres, souriait, et chaque fois qu'un ami de Jean s'intéressait à son sort, il répétait la même histoire sur son départ pour la France. Plus tard, entre le 17 et le 18 novembre, une autre jeune coréenne, Son In-hee, emménagea dans le duplex de Kim sur Gast Street. Au début, elle partageait la chambre principale avec son ami Moon, mais le 29 novembre, Moon retourna en Corée et Son resta seul dans l'appartement. Ceux qui connaissaient Son disaient qu'elle était une jeune fille joyeuse et souriante, et sa famille la considérait comme une fille exemplaire. Il y a peu d'informations sur ses études et celles-ci divergent. Certaines sources affirment que Son étudiait la gestion hôtelière à Londres, d'autres qu'elle était étudiante en Corée et qu'elle était venue à Londres pour apprendre l'anglais. Pendant son séjour dans le duplex, Son et Kim sont devenus des amis proches. On ne sait pas avec certitude s'ils entretenaient une relation amoureuse ou intime. Cependant, certains de ceux qui les ont vus ensemble pensaient qu'il y avait plus que de l'amitié entre eux. Ceux qui connaissaient Son In-hee ont décrit sa relation avec Kim comme quelque chose de fraternel. Cependant, une amie de Son a plus tard avoué à la police que la jeune fille lui avait confié que Kim semblait s'intéresser particulièrement à elle. Mais Son n'a jamais mentionné qu'elle éprouvait des sentiments réciproques à son égard. Néanmoins, le 3 décembre 2001, Kim a demandé à tous les locataires de l'appartement d'Eagle Street de quitter les lieux, y compris Marika, avec qui leur relation était terminée depuis longtemps. Il a ensuite quitté Eagle Street et emménagé dans un duplex sur Augusta Street, où Son était resté. Au cours des jours suivants, ils ont continué à communiquer étroitement. Et la jeune fille a commencé à soupçonner de plus en plus souvent que derrière l'apparence polie et bienveillante de Kim se cachait un véritable monstre. Le 7 décembre, Son a été vue vivante pour la dernière fois. Elle déjeunait avec Kim dans un restaurant coréen.
La jeune fille ne pouvait même pas imaginer la fin horrible qui l'attendait quelques heures plus tard. Kim a agi de la même manière qu'avec Jin Yeo-jung. Il a ligoté Son avec du ruban adhésif, lui a attaché les poignets et les chevilles, puis lui a enfoncé une chaussette dans la bouche et lui a collé la bouche et le nez. La jeune fille s'est étouffée, mourant d'une mort lente et douloureuse. Suivant son plan monstrueux, Kim a de nouveau réussi à obtenir les coordonnées bancaires de sa victime. Ce n'est qu'après cela qu'il a caché le corps de Son dans le placard de l'entrée du duplex, qu'il a ensuite soigneusement scellé afin que personne ne puisse l'ouvrir. Le corps de la jeune fille y est resté plusieurs mois. Lorsque ses connaissances ont commencé à s'enquérir de Son, Kim leur a répondu avec un sang-froid imperturbable qu'elle avait trouvé un emploi dans un hôtel où elle était logée. Son avait 2 comptes bancaires, l'un à la banque britannique NatWest, l'autre à la banque coréenne Kookmin, qui était un compte familial destiné aux situations d'urgence et qu'elle n'utilisait presque jamais. Kim a retiré 240 livres sterling de la carte NatWest et a dépensé cet argent pour acheter un billet pour Toronto. Avant son départ, il a également utilisé la carte coréenne de Son pour voler un total d'environ 1200 livres sterling. Kim est arrivé sans problème à Toronto, y a loué un appartement et a recommencé à louer des chambres, reproduisant le même modèle commercial qu'à Londres. Il prévoyait de rester au Canada pendant 1 an ou 2 et était convaincu d'avoir réussi à échapper à toute responsabilité pour ses crimes. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Alors que Kim continuait à vivre comme si de rien n'était, la famille de Jin n'avait pas cessé de la rechercher. Lorsque la jeune fille n'est pas revenue d'Angleterre à la date prévue, ses amis en France ont contacté ses proches en Corée. Ne parvenant pas à retrouver Jin, son frère a publié une annonce sur un site coréen dédié à la recherche de personnes disparues. C'est là qu'un policier coréen, qui suivait alors une formation à Londres, l'a vu. Son attention a été attirée par le fait que parmi les nombreux messages concernant des personnes disparues, il y en avait un qui coïncidait dans le temps avec une autre nouvelle tragique, la découverte du corps d'une jeune femme d'apparence asiatique placée dans une valise. Cette terrible découverte a eu lieu le 18 novembre 2001 dans le Yorkshire du Nord. Il s'est avéré par la suite que la valise contenant le corps avait été remarquée pour la première fois 2 semaines plus tôt. Mais comme l'endroit était isolé et qu'il n'y avait presque personne aux alentours, personne n'avait signalé la découverte. Ce n'est que lorsqu'un habitant de la région a essayé de soulever la valise et s'est rendu compte qu'elle était trop lourde qu'il a soupçonné quelque chose d'anormal et a appelé la police. Les agents arrivés sur place ont éclairé la valise avec leurs lampes torches et ont découvert avec horreur des yeux et des cheveux humains. La valise et son sinistre contenu ont été transportés à la morgue du Yorkshire. Lorsqu'elle a finalement été ouverte, on a découvert le corps presque nu d'une jeune femme qui ne portait plus que son soutien-gorge. La jeune fille mesurait un peu plus de 150 cm et ses membres et sa tête étaient enveloppés de rubans adhésifs. L'attention de la police a immédiatement été attirée par la particularité du ruban utilisé pour attacher le corps. Il ne s'agissait pas d'un ruban adhésif ordinaire, mais d'un ruban décoratif de couleur bleu foncé avec un motif caractéristique représentant des visages d'hommes. Il s'est rapidement avéré que ce ruban avait été conçu par les artistes londoniens Gilbert et George. Il a été mis en vente en septembre 2000 et était vendu exclusivement dans les succursales britanniques de la galerie Tate, à Londres, Liverpool et Cornwall. Au total, seuls 850 rubans de ce type ont été vendus, ce qui s'est avéré être un indice important pour l'enquête. Lors de l'examen du corps, le médecin légiste a noté l'absence de traces de lutte. Cela a conduit à la conclusion suivante. Soit la victime avait été immobilisée par une substance qui n'a pas été détectée par les tests toxicologiques, soit elle avait accepté sous une certaine pression d'être ligotée. Les cheveux de la victime ont confirmé son origine. L'Asie du Sud-Est. Cependant,
Il n'a pas été possible à l'époque d'identifier la victime à partir de ses empreintes digitales et de sa carte dentaire. L'identité de la jeune fille n'a été établie que le 2 janvier 2002. Les policiers coréens, ayant remarqué l'avis de disparition de Jin et entendu parler du corps retrouvé dans une valise, ont contacté la police du Yorkshire. Les agents se sont adressés à l'ambassade coréenne, ont obtenu l'accès à la base de données des empreintes digitales de la Corée du Sud et ont confirmé l'identité de la victime. Il s'agissait bien de Jin Yeo-jung. Peu avant, le 18 décembre 2001, Son In-ae avait été porté disparu par ses amis qui n'avaient pas réussi à la joindre. Le 7 janvier 2002, la brigade criminelle de la police métropolitaine a appris que le corps de Jin avait été identifié et a compris que ces deux affaires pouvaient être liées. La police de Londres et les détectives du Yorkshire ont lancé une enquête conjointe sous la direction du commissaire principal Jan Anker. Comme Son était porté disparu, mais que son corps n'avait pas encore été retrouvé, les agents ont commencé à reconstituer les événements à partir des informations fournies par les amis et les proches de Jan. Ils ont réussi à retracer son parcours jusqu'à l'appartement d'Eagle Street, où ils ont découvert un indice important: le rouleau de ruban décoratif bleu avec des portraits qui avaient été utilisés pour ligoter et étrangler Jan. Des traces de sang de la jeune Coréenne ont été trouvées sur les objets trouvés dans l'appartement, y compris les meubles et les tissus d'ameublement, sur les plinthes, les murs, le canapé et le tapis. En ce qui concerne la disparition de Son, la police a appris qu'elle louait un logement dans une maison sur Augusta Street. Après avoir inspecté ce logement et l'appartement d'Eagle Street, les agents ont établi que les deux adresses étaient contrôlées par la même personne, Kim Kso. À ce moment-là, il se trouvait déjà au Canada. L'analyse des conversations téléphoniques de Kim a montré qu'il se trouvait dans la région du Yorkshire du Nord au moment où la valise contenant le corps de Jan a été découverte. Lors de la perquisition du véhicule que Kim avait loué en octobre 2001, des traces du sang de Jan ont été trouvées. Comme tous les indices indiquaient un lien entre les deux victimes, l'enquête a permis d'identifier un suspect principal. Le 17 janvier 2002, la police métropolitaine et la police du North Yorkshire ont tenu une conférence de presse conjointe, au cours de laquelle elles ont demandé au public de fournir toute information relative aux deux jeunes filles. Et, comme par ironie du sort, ce même jour, Kim est revenu brièvement à Londres. Le soir même, il a été arrêté dans un cybercafé. Il a été inculpé du meurtre de Jin Yeo-jung et immédiatement placé en détention. Le 21 janvier, Kim a comparu devant le tribunal de première instance où son avocat a demandé sa libération sous caution. Cependant, le tribunal a rejeté la demande et le suspect a été maintenu en détention jusqu'au début du procès, prévu pour le 28 janvier. Mais, comme c'est souvent le cas, la date de l'audience a été reportée à une date ultérieure. Pendant ce temps, l'enquête sur la disparition de Son se poursuivait. Le 14 mars 2002, un ouvrier du bâtiment nommé Paul Mi effectuait des travaux de rénovation dans la salle de bain d'un duplex situé sur Augusta Street. Son attention a été attirée par de nombreuses mouches qui s'envolaient d'un des panneaux muraux. L'homme a soupçonné quelque chose d'anormal et en a informé les autorités. Le lendemain, les policiers se sont rendus à l'adresse indiquée. Lors de leur inspection, ils ont découvert une armoire scellée dans le couloir. À l'intérieur se trouvait une pile de vêtements malodorants, derrière laquelle était enveloppé dans une housse de couette le corps nu d'une jeune fille. Il a été établi par la suite qu'il s'agissait des restes de Son In-ae. Il s'est avéré que la police s'était déjà rendue dans ce duplex le 9 janvier 2002, dans le cadre de l'enquête initiale. À l'époque, les agents n'avaient trouvé que les vêtements appartenant à la première victime, Jin. Ils n'avaient tout simplement pas remarqué l'armoire scellée. Au cours de l'autopsie,
Il s'est avéré que, comme dans le cas de Jin, le visage, les poignets et les chevilles de Son étaient enveloppés dans le même ruban décoratif avec des portraits achetés à la galerie Tate. Cette fois-ci, la partie inférieure du visage de la jeune fille avait été tellement écrasée que cela avait été l'une des causes de sa mort. Il est à noter qu'aucun des corps ne présentait de traces d'agression sexuelle. Des tests ADN supplémentaires effectués sur les objets trouvés dans ce même placard ont confirmé qu'une partie des vêtements et une paire de chaussures appartenaient à Jin. Le 4 avril 2002, Kim Kso a été officiellement inculpé d'un deuxième chef d'accusation, celui du meurtre de Son. Il devait comparaître à nouveau devant le tribunal le 7 mai, cette fois devant la Cour pénale centrale, pour faire des aveux. Cependant, avec l'aide d'un interprète, Kim n'a reconnu sa culpabilité dans aucun des deux crimes. Bien que la première audience ait été fixée au 30 septembre 2002, les audiences n'ont commencé qu'en mars 2003. Pendant le procès, Kim a refusé le contre-interrogatoire et n'a pas témoigné. Il a déclaré au jury que la mort de Son était le résultat d'un jeu érotique raté qui s'était terminé en tragédie. Il a affirmé qu'il ne voulait pas la tuer. Mais le tribunal n'a pas accepté cette version et le procès s'est poursuivi. Kim n'a jamais pu expliquer pourquoi il avait commis ces deux crimes. Dans son discours, le procureur John Dunn-Ledlow a suggéré les motifs possibles de l'accusé: fantasmes sexuels et difficultés financières. Kim était endetté et espérait peut-être avoir accès à l'argent de ses victimes. Mais le procureur a également ajouté qu'il était probable que cet homme ait pris plaisir au processus même, à savoir la privation lente et douloureuse de la vie. Le procureur a souligné toute l'horreur que les deux jeunes filles ont sans aucun doute vécue dans leurs derniers instants. Le médecin légiste Christopher Miro, qui faisait partie de l'équipe chargée d'examiner les corps des deux victimes, a également témoigné devant le tribunal. Il a avoué n'avoir jamais été confronté à un tel mode opératoire au cours de toute sa carrière. Marika Ishimura, l'ancienne compagne de l'accusé, a également témoigné devant le tribunal. Elle a déclaré que le ruban décoratif utilisé dans les crimes lui appartenait. Elle l'avait acheté à la Tate Gallery spécialement pour les occasions spéciales. Kim Jung-gon, un ami de Kim, a également témoigné. Il a raconté qu'à la fin de l'année 2001, il avait accompagné l'accusé dans un magasin où celui-ci avait l'intention d'acheter une valise, soi-disant pour les affaires de sa petite amie. Cependant, selon le témoin, la valise s'est avérée trop chère et l'achat n'a pas eu lieu. Finalement, le 25 mars 2003, le jury a déclaré Kim Kso coupable du meurtre de deux jeunes étudiantes. Le tribunal l'a condamné à 2 peines d'emprisonnement à perpétuité.